Me voici à nouveau pour vous présenter quelques expériences. Chantal Matouk et Marwan Brouch vous ont donné une leçon sur les transferts thermiques en régime stationnaire et en régime transitoire. Ici, j'aimerais illustrer leur leçon en leur montrant d'abord la conduction thermique dans un barreau de cuivre en régime stationnaire. Ensuite, j'aimerais aborder la question des pertes thermiques d'un métal au contact de l'air. Ensuite, j'aimerais illustrer la notion de déphasage thermique. Et puis, j'aimerais vous montrer une expérience pour laquelle la notion d'effusivité intervient. Et je terminerai avec deux expériences sur le transfert thermique par rayonnement. Commençons avec la conduction thermique. Je vous propose de regarder la température le long d'un barreau de cuivre qu'on voit juste derrière cette grosse minuterie. On a monté 4 thermocouples à des distances égales le long du barreau. On va enregistrer ces températures alors que le barreau est maintenu à une extrémité dans de l'eau bouillante et de l'autre côté dans de la glace pilée fondante, donc à 0 degré. Je vous montre sur ce graphique le résultat de l'expérience. Vous avez en ordonnée la température en degrés Celsius, en abscisse le temps en secondes. On ne va pas s'intéresser ici à l'évolution temporelle, mais vous voyez qu'on a, après passer 1000 secondes, on a atteint un régime stationnaire. Ce que j'observe, c'est que les écarts de température ne sont pas exactement ce que j'avais prévu pour le cas idéal. Si vous voulez, je peux tracer ici l'écart entre deux températures, rapporter ces écarts. Vous voyez que par ce petit montage graphique, on n'a pas toujours le même écart de température alors que les 4 thermomètres sont équidistants. Comment analyser cette expérience? Alors, je pars de la loi de Fourier. J'appelle kappa la conductivité thermique. Si on n'a aucune perte thermique, on peut appliquer cette loi partout. On a la même puissance thermique PQ qui dépend donc du courant de chaleur, la densité de courant de chaleur JQ et puis de la surface de la section du barreau, pi r carré, qui nous donne la puissance. On aurait la même puissance partout. Manifestement, ce n'est pas le cas, sinon on aurait le même delta T entre tous les 4 thermomètres. Alors je vais supposer qu'en 2 thermomètres, j'ai une perte relative de puissance et je vais appeler cette perte relative alpha. J'appelle S la surface du cuivre entre 2 thermomètres. Je vais supposer, c'est le paramètre que je maîtrise le moins bien, je vais supposer que j'ai une différence de température delta T entre la surface du métal et l'air à son voisinage. Et je vais donc calculer un coefficient de perte thermique comme ceci. Par unité de surface, donc j'ai une perte en watts par mètre carré par Kelvin. Si je prends mes données numériques, j'ai ma petite construction géométrique qui réapparaît ici. Grosso modo, j'ai une perte d'à peu près 15% entre deux thermomètres. Bien sûr, la perte est continue le long du barreau. Ici, je cherche simplement à estimer ce coefficient H, donc chercher un ordre de grandeur. Alors je me simplifie les choses en supposant qu'il y a une perte juste à un endroit par segment. Le delta T, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr de sa valeur. Je vais prendre 25 Kelvin. Je vais chercher dans une table la conductivité thermique du cuivre. J'ai de l'eau bouillante à 98 degrés et puis la longueur du barreau est à peu près 35 cm. Ça me donne le gradient de température. Donc je peux en déduire la puissance thermique PQ. Je connais le diamètre du tube.
enfin du barreau de cuivre, la distance entre deux thermomètres, c'est 5 cm, et donc j'en déduis une perte de 64 watts par mètre carré et par Kelvin. C'est peut-être un peu beaucoup par rapport aux valeurs tabulées, mais au moins on a un ordre de grandeur. Je passe maintenant à une autre expérience que vous pourrez analyser, qui vous permettra de mieux quantifier cette perte thermique à la surface d'un métal. On va considérer un barreau de cuivre, encore une fois, avec 4 thermomètres. Et cette fois-ci, on va observer l'évolution de la température aux 4 points de mesure, donc la température en fonction du temps, avec ou sans un ventilateur qui souffle sur le barreau. Commençons avec le cas statique. Vous voyez ici, vous avez pu apercevoir le bec Bunsen qui chauffe l'extrémité du barreau, et vous avez ici maintenant, en fonction du temps, la température des 4 thermocouples. Et on voit qu'on approche un état stationnaire. Je vous montre ici l'entier des mesures. Bien sûr, à mi-chemin, on a arrêté la flamme, c'est pour ça que le barreau se refroidit. Et je vous invite à utiliser l'équation de la chaleur pour rendre compte de ces données. J'aimerais maintenant voir comment ces données changent expérimentalement lorsque le ventilateur souffle sur le barreau. Vous voyez ici le ventilateur en fonction, et on mesure à nouveau la température en fonction du temps. On observe, surtout pour le premier thermomètre le plus proche de la flamme, des fluctuations qui viennent du fait que le ventilateur perturbe la flamme. Je vous montre maintenant l'ensemble des mesures pour ce même barreau, mais avec le ventilateur allumé. Vous observez tout de suite qu'on atteint un état stationnaire, mais les températures sont plus faibles, et je vous invite à faire une analyse du graphique pour observer que la vitesse de refroidissement est également plus grande. J'aimerais maintenant illustrer le concept de déphasage thermique. Pour ce faire, je me propose d'examiner encore une fois ce barreau de cuivre, mais cette fois-ci, le bec Bunsen est monté sur un bras qui oscille, ce qui fait qu'il passe périodiquement sous le barreau. Là, donc on a le bec Bunsen qui est loin du barreau, et le voilà qui passe sous le barreau et qui s'éloigne à nouveau du barreau. Je vais vous montrer l'ensemble de la mesure que voici. Notez que l'enregistrement a été fait après plusieurs passages de la flamme du bec Bunsen sous le barreau pour qu'on arrive à ce régime périodique. Ce que j'invite à remarquer, c'est que, donc, évidemment que la température la plus élevée, c'est celle du thermomètre qui est le plus proche de la source chaude. Et vous remarquez que plus on s'éloigne de ce point chaud, plus le maximum a lieu tard. Même sur la 4e courbe, on arrive à peine à distinguer une oscillation, mais si on prend le temps de regarder ça attentivement, on voit qu'il y a toujours ce déphasage qui est de plus en plus grand, plus on s'éloigne de la source chaude. J'aimerais vous montrer maintenant une expérience pour laquelle la notion d'effusivité intervient. Comme cette image est une image d'une caméra infrarouge qui montre 2 doigts, ces 2 doigts qui ont été pressés sur des surfaces de nature différente mais qui sont à la même température. Je vous invite à regarder la vidéo. Vous voyez ici un bloc qui est chauffé à 70 degrés Celsius. Dessus, on a disposé pendant longtemps un carré de bois et un carré de métal. Le préparateur va appuyer ses doigts sur les 2 matériaux et ensuite les présenter à la caméra infrarouge. Ici, on voit le détail. Vous remarquez que la température décroît
mais suffisamment lentement pour que la mesure initiale soit représentative de la température à l'interface entre le doigt et le métal ou le bois. Cette température-là. Donc, utilisant la calibration de la caméra, on voit que sur le bois, on a une température bien inférieure à ce qu'on obtient sur le métal. Comment décrire le phénomène? Je vous propose la description suivante. Je représente ici l'interface entre les deux matériaux. Initialement, un matériau a une température T1, l'autre a une température T2. Donc T1, c'est par exemple le bois, et T2, c'est le doigt. Très rapidement, lorsque ces deux matériaux sont en contact l'un avec l'autre, ils ne vont pas rester à des températures différentes. Par effet de conduction thermique, même sur une couche très mince autour de l'interface va prendre une température. C'est ce que j'ai représenté sur le dessin ici. Il y aura bien sûr un gradient de température correspondant à un courant de chaleur entre les deux matériaux. Maintenant, les deux matériaux sont présumés avoir des conductivités thermiques différentes. On a une continuité du courant de chaleur à l'interface, donc on a des pentes différentes correspondant aux conductivités thermiques différentes. Si on fait l'analyse à partir de l'équation de la chaleur, on va voir que le paramètre qui intervient, c'est l'effusivité, noté ici E indice 1 ou E indice 2, qui dépend de la conductivité du matériau et de la chaleur spécifique du matériau, une chaleur spécifique volumique. La formule qu'on obtient quand on fait l'analyse à temps court et à distance très petite par rapport à l'interface, c'est la formule que vous voyez en ce moment. Par conséquent, si un matériau a une effusivité très petite, parce qu'il a une petite chaleur spécifique et une petite conductivité thermique, il peut être très chaud, mais donner une température d'interface qui n'est pas très grande. A l'inverse, si le matériau a une très bonne conductivité thermique et une grande chaleur spécifique, alors la température de l'interface peut être très élevée, très voisine de la température du matériau lui-même. Je termine avec deux expériences en rapport avec le transfert thermique par rayonnement. Dans cette première expérience, on va mettre un thermomètre sous une cloche à vide et on va éclairer ce thermomètre. Comme il y a un vide autour du thermomètre et que le support, je vous demande de le croire, est un matériau qui conduit très mal la chaleur, on est bien obligé de réaliser que c'est par le rayonnement qu'on a un échauffement du thermomètre. Le préparateur enclenche la lampe à arc, enclenche la pompe et on commence avec un thermomètre à température ambiante. Petit à petit, on observe que la température du thermomètre augmente. Marwan Brouch mentionne la loi de Wien dans sa leçon. J'aimerais vous montrer une petite expérience ici qui illustre la loi de Wien. Vous avez une lampe halogène dont on peut faire varier l'alimentation. Une fibre optique pointe vers la lampe halogène et est connectée à un spectromètre relié à un ordinateur. On peut ainsi mesurer le spectre de cette lampe et on va le faire pour différentes valeurs de l'alimentation, de la puissance avec laquelle on alimente cette lampe halogène. On peut distinguer déjà sur l'écran de l'ordinateur le spectre et le préparateur a noté d'une lettre A le maximum du spectre pour une puissance d'alimentation faible. Ensuite, le préparateur augmente la puissance, ce qui fait que l'intensité lumineuse est plus grande, il éloigne
la lampe pour garder l'intensité détectée à peu près la même et vous devez observer que le maximum du spectre se déplace jusqu'au point B. La mesure n'a pas d'artefact, on peut revenir dans l'autre sens, diminuer la puissance d'alimentation de la lampe et observer qu'on revient à un maximum du spectre au point A. On peut analyser ce que veut dire la position de ce maximum avec la loi de Wien, que je rappelle ici. On a observé notamment un maximum à 600 nanomètres, et avec la loi de Wien, cela veut dire que la température est de 4800 degrés. Il faut interpréter cette donnée de la manière suivante. Si on avait un four muni d'un petit trou pour qu'on puisse observer le rayonnement dans le four, et ce four était chauffé à 4800 degrés, on observerait le même spectre que le spectre de cette lampe, dans la mesure où on peut admettre que le spectre de cette lampe a le spectre du rayonnement dit du corps noir. Je résume. Nous avons vu quelques expériences concernant les transferts thermiques. Nous avons vu un transfert thermique en régime stationnaire. Cela nous a amené à nous poser la question des pertes thermiques à la surface d'un métal, avec ou sans air forcé. On a ensuite illustré le concept de déphasage thermique en mesurant la température en fonction du temps sur un barreau chauffé à une extrémité. Ensuite, j'ai montré une expérience de contact entre deux objets qu'on peut décrire avec la notion d'effusivité. Et finalement, on a observé un transfert thermique par rayonnement. Je vous remercie de votre attention.